Pourquoi, Bonsoir. à votre avis, Trump a-t-il décidé d'opérer en tournant si brusque, en traitant Zelensky de dictateur et en l'appelant à quitter son poste? Eh bien, il faut voir que en fait, c'est un peu une réponse du berger à la bergère, c'est-à-dire que Zelensky a eu des mots contre Donald Trump en disant qu'il était dans un univers de désinformation, hein, plus ou moins c'est ce qu'il a dit. Donc, oubliant sans doute que si jamais l'Ukraine a réussi à tant bien que mal tenir jusqu'à aujourd'hui, c'est grâce à l'aide américaine et que sans l'aide américaine, la défaite inéluctable de l'Ukraine aurait eu lieu en avril 2022. Donc ça, visiblement, Zelensky l'a oublié. Il n'a pas non plus compris les messages que lui avait envoyé Donald Trump en lui disant, en gros, maintenant, tu te tiens tranquille et tu attends que je trouve une solution avec Vladimir Poutine et en gros, tu ne dis rien. Et là, depuis une semaine, Zelensky, pardonnez-moi l'expression, la ramène systématiquement sur les réseaux sociaux, à donner des interviews. Et ça, visiblement, ça finit par excéder Donald Trump. Et là, il vient de lui porter un coup fatal en mettant en cause sa légitimité, en le qualifiant de dictateur et finalement en annonçant son remplacement. Alors, selon vous, qu'est-ce qui explique la réaction plutôt négative de l'UE aux négociations entre les États-Unis et la Russie? Il y a plusieurs choses. Et tout d'abord, l'UE finalement est ramenée à ce qu'elle est, c'est-à-dire à une coalition d'États esclaves des États-Unis, sauf qu'ils ont perdu leur maître. Et donc, en fait, c'est un peu la panique générale. Et puis il y a aussi, je pense, autre chose, c'est que le régime de Bruxelles, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler, qui est composé de représentants non élus, qui vivaient sur le mythe que l'Union européenne serait une garantie de prospérité et de paix, a pris de gros risques en soutenant le régime de Kiev avec l'administration Biden contre la Russie. Et quand vous êtes un système, une démocrature, un système semi-totalitaire, semi-dictatorial, non élu, hein, rappelons bien que les élites de l'Union européenne sont non élues, ceux qui commandent, encore une fois, la Commission européenne, non élus, quand vous mettez dans la balance tout d'un coup vous impliquez dans un conflit, la défaite militaire peut avoir de graves conséquences sur cette classe dirigeante. Hein. Napoléon III a perdu le pouvoir à Sedan en 1870, la défaite de la Russie contre le Japon en 1905 a failli causer la première révolution. Donc les historiens savent que les défaites militaires, surtout dans des régimes qui sont semi-dictatoriaux comme l'Union européenne, eh bien, peuvent amener à une contestation populaire qui peut aller très loin. Alors justement, concernant le potentiel militaire de l'Europe, est-il capable de satisfaire tous les besoins de l'Ukraine sans nuire aux siens? Sinon, combien de temps faudra-t-il à Bruxelles pour y arriver? En fait, non. Le potentiel militaire ne peut subvenir ni aux besoins de l'Ukraine, ni aux besoins de l'Union européenne. C'est pas moi qui le dis, c'est le ministre jusqu'au 23 février de la Défense allemand, donc Monsieur Pistorius, qui a déclaré que la Russie produisait plus d'armements et de munitions en 3 mois que toute l'Union européenne en un an. Donc on joue absolument pas dans la même catégorie. Si jamais ils voulaient se lancer dans une politique de rattrapage, déjà ils auraient dû commencer il y a 3 ans. C'est-à-dire de relancer des chaînes de production de masse, de munitions, de tanks et surtout cesser de sortir de la politique du marché, c'est-à-dire on vend au plus offrant, mais passer dans une économie de guerre, c'est-à-dire en économie de guerre, vous vendez à l'État au prix coûtant. Et en fait, aujourd'hui, les munitions qui étaient déjà 10 fois plus chères du côté de l'OTAN que du côté de la Russie sont encore plus chères au début du conflit, encore une fois, sont aujourd'hui encore plus chères parce que les prix de l'énergie en Europe ont été multipliés par 4. Donc en fait, il y a absolument rien. En plus, par exemple, si jamais l'Union européenne devait relancer de grandes lignes de production de munitions pour se mettre à la hauteur de la Russie, ça suppose des investissements en centaines de millions d'euros que les entreprises privées, comme par exemple Rheinmetall, puisque vous avez cité dans votre reportage l'interview qu'a donné le PDG de Rheinmetall au Financial Times, eh bien ça supposerait donc des garanties d'achat de la part de l'Union européenne. Parce que pour que Rheinmetall investisse des centaines de millions d'euros dans une ligne de production de munitions, il faut être sûr qu'on va en acheter pendant 20 ans.
Parce que, et tout le monde sait bien qu'aujourd'hui, l'économie européenne est dans un état catastrophique, en particulier l'économie française, et que le complexe militaro-industriel ne peut pas s'engager, puisque quoi qu'il arrive, in fine, ce sera sur les budgets militaires qu'on fera des économies. Donc en fait, les complexes militaro-industriels n'ont absolument pas confiance dans les États. Et même si ceux-là s'engageaient sur des commandes de 20 ans, l'État est tout puissant et finalement les annulerait dans 6 mois si le régime de Kiev s'écroule, par exemple.